Eh bien, on va commencer. Bonjour Sarah, Bonjour Jean-Claude. ça va? J'espère que tout le monde est arrivé sur le live. Donc, il y avait quand même pas mal d'inscrits. Je ne sais plus combien exactement, mais quelques centaines. Donc, nous allons donc aujourd'hui, Sarah Baruch et moi, Jean-Claude Delgene, vous présenter cette conférence euh, qui, en fait, peut sembler un peu, comment dire, iconoclaste ou tout au moins antinomique, parce que quand on parle de violence faite aux femmes, on a tout de suite l'image d'une situation ou d'enfermement dans le lieu domestique et on ne pense pas forcément au milieu professionnel, à l'entreprise en particulier, pour assurer une sécurité, pour faire en sorte d'aider les victimes. Et voilà, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est permettre de mieux comprendre à la fois le phénomène de violence conjugale. Je vais laisser la parole à Sarah qui va, de ce point de vue-là, présenter, y compris son dernier ouvrage, son livre. Et deuxième aspect, voir comment, dans ce cadre-là, l'entreprise peut justement favoriser, permettre de garantir des conditions peut-être de sécurité, de traitement du problème, et faire en sorte que, je dirais, on retrouve une certaine humanité, que les femmes soient protégées, qu'elles puissent se préserver des violences. Voilà le cadre de cette problématique que nous allons présenter. Donc je laisse, comment dire, Sarah se présenter, et puis après je reviendrai rapidement sur ma petite personne pour dire d'où je parle aussi. Voilà. Oui, voilà, déjà, je tenais à dire bonjour, mais surtout qu'il y a un cadre légal pour cela, que finalement, la distinction entre sphère privée et sphère professionnelle en termes de violence intrafamiliale, avec le développement du télétravail et tous les dispositifs RSE que mettent en place les entreprises, finalement, cette frontière, elle devient de plus en plus poreuse, et tant mieux. Parce que tout simplement, une femme sur 5 est, a été ou sera victime de violences dans son foyer, dans sa vie. Et que parmi toutes ces femmes, eh bien, elles travaillent, elles sont salariées. Donc, le seul refuge finalement possible et le seul terreau d'écoute possible va se situer dans l'entreprise et dans le lieu de travail. C'est pour ça que ça devient extrêmement important que les entreprises s'emparent de ce sujet et que les lois évoluent en ce sens, puisque au plus tard, en novembre 2023, il y aura une nécessité pour les entreprises de trouver des solutions et de permettre à ses employés d'identifier aussi les victimes. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de trouver des solutions, il y a aussi former les gens à écouter et à détecter. Très bien. Moi, je suis RUC. Euh, j'ai été salariée, j'ai été entrepreneur et aujourd'hui, je me consacre à l'écriture. J'ai publié 4 romans, mais récemment, un livre un peu spécial qui s'appelle 125 et des milliers, dont j'ai eu l'idée à cause de ma vie personnelle, puisque je me suis enfuie, moi, avec mon bébé de 16 mois, dans la nuit du 5 au 6 juin 2020, pour échapper aux violences de son papa. Et lorsque je suis arrivée chez mes parents, qui m'ont recueillie pendant plusieurs mois, où j'ai vécu dans ma chambre d'ado avec ma fille, je me suis dit que déjà, je ne comprenais pas d'en être arrivée là, moi qui avais eu toutes les chances à la base, puisque je venais d'un milieu intégré, on va dire. Je parle bien français, donc j'ai la possibilité de m'exprimer et d'expliquer ce qui ne va pas. Et pourtant, je vivais ce scénario de mauvais téléfilm au quotidien. Et je me suis interrogée sur la raison de cette honte et la raison de tout simplement de ce qui avait fait que je ne m'étais pas vraiment rendu compte de la gravité de ce que je vivais. Et pour moi, la réponse a été des stéréotypes que j'avais de qui sont les victimes de violences conjugales et à terme de féminicide. Et lorsque j'ai regardé finalement comment la société était infusée
de représentation, je me suis rendu compte qu'on ne parlait des victimes de féminicide qu'à travers les décomptes. Les associations font tout ça. Une 31e femme est morte, 42 jusqu'à l'année dernière, 122. Et les faits divers que racontent les journalistes. Et finalement, c'est une double peine, puisque pour les familles, c'est terrible de résumer leur maman, leur fille à un fait divers ou à un numéro. Mais surtout, ça empêche toute prévention possible, puisque personne ne s'identifie à un fait divers ou un numéro. On s'identifie à des histoires et à des personnes. Donc, je me suis dit, une femme qui meurt tous les 2 jours et demi en France, ça veut dire en moyenne 125. Eh bien, moi, je vais retrouver 125 familles qui ont perdu une maman, une fille, une sœur. Je vais leur demander de me raconter qui elle était et pas comment elle était morte. Et je vais confier le fruit de ces interviews à 125 personnalités françaises pour que 125 femmes racontent 125 victimes. Et évidemment, je me suis rendu compte que le chiffre de 125 était faux et beaucoup d'autres erreurs sociétales que l'on fait tous à travers cette enquête. Voilà. Donc, attendez, pardon. Voilà pour mon résumé. Donc, je laisse Jean-Claude se présenter et j'enchaîne. Alors, donc, moi, je suis économiste de formation, donc j'ai travaillé pas mal d'années au ministère de l'Industrie avant de créer Technologia, après un passage dans le monde de la recherche. J'ai créé donc Technologia il y a 35 ans et au cours de nos travaux sur la prévention des risques professionnels, pour l'amélioration des conditions de travail, bien entendu, on a eu très souvent à intervenir dans des situations, je dirais, délétères, difficiles, avec des personnes, des femmes victimes de violences, des personnes qui souvent avaient des responsabilités, qui du jour au lendemain, du fait des violences qu'elles subissaient, disparaissaient, des situations où, y compris sur le lieu de travail, les salariés en contact avec la victime ne savaient pas trop comment se comporter au-delà de la compassion immédiate, avec donc ce sentiment un peu d'impuissance. Donc ça nous a interpellés depuis de nombreuses années. Et l'idée, ça a été avec Sarah que l'on connaissait par ailleurs, puisqu'on on s'était rencontrés au cours du prix du roman d'entreprise que nous avons créé il y a une quinzaine d'années avec Place de la Médiation. Elle a été titulaire, donc elle était lauréate. Elle était venue avec son bébé, c'était un moment merveilleux au niveau du ministère du Travail pour que le ministre remette le prix. Donc on était restés en contact, en amitié, donc voilà. Donc on a un peu aidé, y compris favorisé la reconnaissance de ce livre qu'elle a écrit et qui est à mon avis très intéressant parce que ça montre la partie immergée en fait de la situation. Et toutes ces vies emportées, toutes ces conséquences, on l'a pas dit, mais moi-même j'ai connu ça dans mon enfance, le fait de la violence des parents, enfin la violence du père sur la mère a des conséquences très importantes sur les enfants, sur leur devenir, sur leur équilibre, sur la manière de faire couple après aussi. Donc ce sont des phénomènes de fond qu'il faut traiter. Voilà. Donc on essaye à notre mesure de porter ce dialogue, ce débat, ces interrogations pour faire en sorte d'avancer, un peu comme d'autres pays le font, mais beaucoup mieux que nous. Par exemple, l'Espagne, qui a beaucoup progressé ces dernières années, ou l'Italie. Voilà, donc on n'est pas très bon en France sur ces questions de prévention, et j'espère que ce colloque, ce webinaire à distance, permettra de régler, de trouver des solutions, d'avancer pour traiter des situations épineuses. N'hésitez pas en tous les cas à nous contacter, soit Sarah, soit nous, Technologia, si vous avez des questions à poser, si vous êtes dans la difficulté, n'hésitez surtout pas. Bon, bien sûr, vous verrez qu'il y a aussi bon nombre d'associations, on va les présenter. Mais bon, voilà, donc on est là pour aider, on est là pour entendre, on est là pour écouter, on est là pour faire évoluer, y compris en relation avec
le monde politique et syndical pour faire en sorte que des situations comme celle-là, qui date d'un autre siècle, ne perdurent pas dans notre beau pays. Voilà. Parfait, merci. Donc, une femme meurt tous les 2 jours et demi en France. Donc, ce n'est pas 3 jours, c'est vraiment tous les 2 jours et demi de la violence de son compagnon ou ex-compagnon. Ce chiffre ne fait malheureusement qu'augmenter. Il y a eu une augmentation de plus de 20% entre l'année 2020 et l'année 2021. Et l'année 2022, pardon, 21 et 2022. Évidemment, il y a des victimes collatérales, des enfants qui sont tués, mais également des enfants traumatisés. Et Jean-Claude le disait, en réalité, on mesure aujourd'hui l'impact de tout cela sur les enfants. Lorsqu'un enfant assiste à des violences dans son foyer, 30% d'entre eux seront plus tard victimes de violences conjugales. 30% seront bourreaux. Puisqu'ils définissent la normalité au sein du couple en fonction de ce qu'ils ont vu. Donc, c'est une question d'urgence, mais aussi une question d'avenir, le fait que chacun s'empare de ces questions. Ça concerne évidemment en grande majorité les femmes, puisque quasiment 90% des homicides conjugaux sont perpétrés par des hommes. Une femme sur 4 subit des injures, mais moi, le chiffre qui m'interpelle davantage, c'est qu'une femme sur 5 en France a subi ou subira des violences au sein de son couple. Donc, autant dire que c'est partout autour de vous, ce sont vos mamans, ce seront peut-être vos filles plus tard, ce sont en tout cas vos collègues de façon certaine, puisque ça n'épargne évidemment pas les salariés. Donc, vous pouvez regarder dans l'entreprise où vous vous situez et vous vous dites qu'une femme sur 5 autour de vous est concernée. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a des choses à faire en tant que collègue. Donc, évidemment, il n'y a aucune barrière, je dirais, sociale. Ça arrive dans absolument tous les milieux, à tous les âges. Et c'est perpétré par également des hommes qui viennent de tous les milieux, tous les âges, quels que soient les facteurs de réussite tels qu'on l'entend dans la société. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai assisté au procès de l'assassin de Myriam Largetot, qui avait fait Sciences Po, Saint-Cyr, était une militaire très réputée, vendeuse d'armes, et qui avait été tuée par son mari ingénieur qui avait travaillé à la conception des drones qui aident l'armée française, née à Versailles, dans un milieu bourgeois. Enfin, voilà, il faut qu'on arrive à éradiquer cette image des femmes victimes de violences, soit pauvres, soit sans emploi, soit peinant à s'exprimer en français. Ce n'est pas le cas. Toutes les femmes sont concernées, et donc tous leurs enfants. Évidemment, ce chiffre est faux, et ça, je m'en suis rendu compte dans mon enquête. Tout d'abord parce que depuis 2020, ce qu'on appelle le suicide forcé est reconnu comme un féminicide. Le suicide forcé, c'est quand une femme est tellement désespérée de ce qu'elle vit au quotidien et est tellement persuadée que la société, l'État, la police, les amis ne peuvent rien pour elle, qu'elle finit par mettre fin à ses jours. Et lorsqu'il est démontré que ce suicide est lié aux violences qu'elle subit au quotidien, alors on appelle ça un suicide forcé et c'est considéré comme un féminicide. Si, tel que la loi le prévoit, ces suicides forcés étaient comptabilisés, en France, ce serait une femme qui meurt chaque jour des violences de son compagnon. Le chiffre ne comprend pas non plus les femmes qui finissent par développer des maladies, des cancers, des faiblesses cardiaques, des addictions, qui meurent de tristesse. Et aujourd'hui, on a pu démontrer que certains arrêts cardiaques étaient des arrêts cardiaques émotionnels. Enfin, bref, tout ce qui y succède au stress que provoque une violence hebdomadaire, quotidienne, et qui aujourd'hui n'est pas mesurée.
Donc, moi, mon livre s'appelle 125 et des milliers, parce qu'en réalité, on ne compte que 125, entre guillemets, féminicides par an, alors qu'en réalité, ce sont des milliers de femmes chaque année qui meurent de la violence de leurs compagnons ou ex-compagnons et qui entraînent toute la famille, je dirais, parce qu'on ne se remet jamais finalement du fait que quelqu'un ait décidé de façon totalement subjective de mettre fin à la vie de votre fille, de votre maman, de votre sœur. Bien sûr. Oui. La double peine, je dirais, pour ces femmes, c'est que bien souvent pour elles, le seul endroit où elles se sentent en sécurité, c'est leur lieu de travail. Et je dirais qu'il est très important de distinguer l'entreprise en tant qu'entité et les collègues, même si juridiquement, au final, une entreprise n'est que le rassemblement d'humains, donc le rassemblement de tous ses collègues. Il faut savoir qu'une femme qui subit des violences, soit elle ne parle pas, soit dans 42% des cas, elle se confie à un ou une collègue. Donc, il y a un vrai rôle pour les collègues à jouer, puisqu'ils peuvent devenir l'unique oreille et donc l'unique source d'aide d'une personne en situation de danger. Parce que bien sûr, derrière les violences, il y a le danger. Donc, il est très important pour les collègues d'apprendre à lutter contre leurs propres stéréotypes des femmes victimes de violences et d'apprendre à pouvoir répondre, d'apprendre à pouvoir rediriger, parce que évidemment, ce n'est pas aux collègues de sortir la personne de la situation de violence dans laquelle elle est. Savoir écouter, savoir rediriger, c'est déjà l'essentiel. Et je parlais de double peine parce que bien souvent, lorsque une femme subit des violences et donc un stress immense au quotidien, des situations de coercition, elle est tellement, je dirais, affaiblie par ce qu'elle vit que cela peut avoir des conséquences aussi à son travail, dans sa carrière, et peut aboutir même à des renvois, à des mises à pied, parce qu'il va y avoir de l'absentéisme, parce qu'il va y avoir une limitation dans son aisance, dans la façon dont elle va prendre la parole, dans la façon dont elle va s'emparer de certains dossiers, dans la façon dont elle va pouvoir tout simplement faire des horaires parfois plus importantes que ce qu'il faudrait en temps d'accélération, etc., qu'elle va être fatiguée, qu'elle va être stressée, qu'elle va avoir je dirais, un impact cognitif, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un traumatisme et la sidération que la violence impose va provoquer des troubles cognitifs. Donc tout cela est très important. Finalement, il faut savoir détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. Je vais expliciter tout cela, puisque si on considère cela comme une faiblesse volontaire quelque part, un laisser-aller volontaire, ça peut être la double peine pour la femme victime de violence, puisque son seul refuge, qui est le travail, peut lui être retiré. On a tendance à représenter encore les femmes victimes de violences à travers les violences physiques. Il n'y a évidemment pas que les violences physiques qui représentent un danger. Je dirais que les violences physiques, quelque part, on les considère comme ce qu'il y a de plus grave, alors qu'en fait, ce sont celles dont on se remet le plus facilement, évidemment, quand il n'y a pas eu de mort au bout. Mais je dirais, un bleu, ça se voit, c'est un appel au secours clair et ça cicatrise. Les violences psychologiques ont des répercussions bien plus insidieuses et finalement bien plus dangereuses. Donc, il faut apprendre à détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, qui sont finalement les répercussions de ces violences psychologiques, mais également violences matérielles, violences administratives, économiques et violences sexuelles que la femme peut subir chez elle. Imaginez, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je n'avais pas le droit de faire des déplacements pour mon travail. Le père de ma fille ne tolérait pas que je m'éloigne de notre maison.
Sauf que je travaillais pour de grandes entreprises pour lesquelles il y avait régulièrement des déplacements. Donc, il fallait que je m'y prenne au moins 3 mois à l'avance pour faire accepter que c'était important, que je risquais de perdre mon travail si je ne me rendais pas une journée à Londres ou dans le sud de la France, etc., etc. Et je devais répondre obligatoirement à chaque appel s'il décidait de m'appeler alors que j'étais en pleine présentation à l'étranger. C'est très difficile d'être opérationnel quand on doit garder son téléphone en main et qu'on est en plein en train d'exposer un projet très important à un gros client et qu'il faut absolument répondre pour dire oui, je suis bien arrivé, non, il n'y a pas d'homme qui est en train de me draguer là où je suis. Enfin, ça peut paraître débile, mais c'est le cas et pourtant j'étais cadre en entreprise, je travaillais que pour des sociétés du CAC 40 à un haut niveau. Donc, c'est pour vous dire que voilà, je n'étais pas, j'avais un poste à responsabilité. Donc, c'est d'autant plus difficile de faire accepter qu'on vit de tels niveaux de coercition totalement absurde chez soi. Ça aurait dû être un signal faible pour les personnes qui m'entourent. En fait, de voir que je ne pouvais pas être éloignée de mon téléphone portable, que chaque fois que mon téléphone portable se mettait à sonner, je me liquéfiais littéralement et j'inventais n'importe quelle excuse pour aller aux toilettes et répondre, ça aurait dû être un signal fort. Un signal, pardon, pour mes collègues. Le fait que petit à petit, je change ma façon de m'habiller, de me coiffer, que j'ai des cernes qui se creusent, que je sois toujours triste, que je ne parte pas en vacances comme eux, que finalement, je n'ai jamais d'histoire de fête à raconter, que je n'ai jamais finalement de vie totalement comme tout le monde, ça aurait dû alerter autour de moi. Ça n'a pas été le cas. Donc finalement, c'est pas très grave, hein, ça va, mais je ne suis pas la seule concernée. Et tous ces signaux-là, il faut que ça crée des alertes. Et il faut se dire que finalement, au bout de 5-6 alertes où on se dit en tant que collègue, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre qu'elle ait jamais de vacances à la plage cool avec ses enfants. C'est quand même bizarre qu'elle se mette plus de vernis, qu'elle se maquille plus, qu'elle se coiffe plus comme avant. C'est quand même bizarre qu'elle ait l'air tout le temps stressée. C'est quand même bizarre qu'elle puisse jamais aller prendre un pot avec nous après le travail. C'est quand même bizarre qu'elle puisse pas venir à mon mariage, à mon anniversaire, etc., etc. On va dire qu'au bout du 5e, 6e, c'est quand même bizarre. Eh bien, c'est quand même bizarre. Et donc, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire. Voilà, donc on vous a noté dans la présentation quelques signaux, mais il y en a évidemment d'autres. Si vous nous en demandez la liste, on pourra vous en envoyer de façon plus précise certains. Mais voilà, finalement, je dirais qu'on sent au fond de soi qu'il se passe quelque chose. Et j'en ai la preuve parce que moi, lorsque j'ai fini par m'enfuir et que mon avocate m'a demandé de recueillir des attestations de la part d'amis, d'anciens collègues, j'en ai reçu 21 et tous mes collègues ont écrit. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que tel jour, elle avait fait ci. On sentait bien que quel jour, parce qu'elle avait changé ça, etc., etc. Dans mon cas, je suis toujours là, donc c'est pas plus grave que ça. Mais parmi les 125 familles et amis et collègues que j'ai interrogés, il y a beaucoup de personnes qui regrettent de ne pas avoir agi. Donc, je dirais que la question, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise, est-ce que c'est le rôle d'un collègue, il faut arrêter de se la poser, parce que je peux vous garantir que quand quelque chose se passe pas bien, cette frontière-là n'existe pas. Et pire que ça, de plus en plus, en fait, l'entreprise en tant qu'entité ne peut pas être attaquée. En revanche, un collègue dont il est démontré qu'il a pu se rendre compte qu'il y avait quelque chose et qu'il n'est pas intervenu, pourra et peut déjà être accusé de non-assistance à personne en danger lors d'un procès pour féminicide. Donc, c'est quelque chose qui doit nous interroger. Et si l'entreprise peut être aveugle et donc nourrir le problème, elle peut aussi être la solution à ce problème.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Claude va détailler davantage ce que vous pouvez faire et peut-être que je rebondirai. Bien sûr. Mais il y a évidemment différentes sources et différents niveaux d'intervention à mettre en place, que ce soit au niveau des collègues, que ce soit au niveau des supérieurs hiérarchiques, que ce soit au niveau des cadres, des élus du personnel, des services RH et de la médecine du travail, avec différents leviers de sensibilisation et d'intervention dans l'entreprise. Mais déjà, de faire passer le message qu'il n'y a pas de stéréotype et qu'il faut écouter son instinct lorsqu'on se dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez tel ou tel collègue, ce sera déjà énorme. Voilà, donc je vais laisser Jean-Claude continuer, puis j'interviendrai dès que possible. Merci Sarah de cette belle introduction au débat. Je pense que avant de continuer, il faut rappeler deux choses qui paraissent un peu évidentes suite donc à ce constat. La première, c'est que s'il y a autant de femmes victimes, ça veut dire qu'au sein des entreprises, il y a bon nombre de persécuteurs et donc d'hommes qui sont, je dirais, dans des situations très critiquables, y compris sur le plan légal, du fait de leur attitude. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on voit bien que ces affaires-là, qui sont dramatiques, ne peuvent pas se traiter simplement dans une focale domestique. On voit bien que justement toute la situation, tout le traitement de ces situations exige de sortir de ce cadre d'enfermement, de coercition, comme il a été dit, pour revenir justement à une situation de plus grande transparence au niveau de l'information, de plus grande possibilité de secours des victimes, hein, de leur éviter ce confinement qui peut être mortel pour elles. Donc, à partir de ces deux caractéristiques, il faut comprendre que l'entreprise a une obligation de prévention. L'ensemble des risques professionnels auxquels sont ou peuvent être exposés les salariés. C'est la loi du 31 décembre 91 qui elle-même est la résultante de directives européennes. Et en fait, très clairement, la loi prévoit que l'entreprise doit mobiliser des moyens renforcés pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Dans ce point de vue-là, je dirais, les différentes réglementations qui sont en train d'évoluer d'ailleurs rapidement, comme les dispositions prises par le BIT qui sont en cours de translation en droit français, doivent permettre, y compris, d'assurer une meilleure protection des victimes, doit permettre de faire en sorte, je dirais, de traiter les problèmes le plus tôt possible, parce que c'est ça la véritable difficulté, hein, c'est de voir ce mal-être, comme l'a très bien expliqué Sarah, de tenir en compte des signaux faibles qui apparaissent pour éviter justement d'aller vers un drame et de limiter bien sûr les souffrances de ces personnes qui sont, de ces femmes qui sont, comment dire, bouleversées dans leur vie la plus profonde et parfois perdent leur vie. Donc, la question donc dans la prévention, la mise en place de la prévention, bien sûr, il faut rappeler le cadre juridique, permettre au sein de la société de diffuser les points d'appui, les leviers d'intervention, le nom, les coordonnées des associations. On ne les a pas mis là, mais on vous les transmettra. Hein, c'est, je dirais, des personnes qui travaillent au quotidien et qui sont vraiment des personnes ressources précieuses. Hein. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de féminicides qui se tiennent aussi en ruralité, un peu loin de tout. Hein, donc, c'est parfois compliqué de trouver des points d'appui en ruralité. C'est un vrai sujet. Hein. Donc, voilà. Donc, regardons, vous regarderez si vous le souhaitez, on vous les enverra, vous nous demandez le dispositif que l'on peut
je dirais, relayées au sein de l'entreprise sur des panneaux d'information ou dans les campagnes d'information, ou y compris même discuter au sein des CSE, hein, puisqu'on peut demander, y compris dans les réunions qui se tiennent régulièrement entre les instances représentant le personnel et la direction. C'est un débat qu'on peut avoir, hein, étant donné, je dirais, l'immensité du problème. C'est même pas peut avoir, c'est que l'on doit avoir. On devrait chaque année au moins consacrer une séance annuelle dans les réunions du CSE pour vraiment traiter ces problèmes-là, en discuter, prendre les mesures, veiller à ce qu'effectivement il y ait un cadre de sanctions aussi, hein. On peut très bien imaginer, aujourd'hui, ça a été expliqué, que quelqu'un, un homme qui se comporte mal, puisse y compris perdre son emploi, hein. Pourquoi? Parce que on peut considérer, en faisant une extension, je dirais, du droit, que quelque part, comment dire, la patrouille rattrape ceux qui se comportent mal, hein, puisque en fait l'entreprise peut licencier une personne à partir du moment où elle est, comment dire, susceptible de causer un trouble pour elle. Voilà, donc il faut savoir, il faut faire savoir, et il faut vraiment informer l'ensemble du collectif que lorsqu'on se comporte mal, on peut perdre son job, on peut perdre sa carrière, on peut être, je dirais, déchu socialement. Ça, c'est vraiment le cadre qu'il faut donner pour faire en sorte que la peur change de camp, faire en sorte que ceux qui se comportent mal avec leurs femmes ils puissent éventuellement, je dirais, avoir cette information pour faire appel, parce que c'est souvent, je dirais, des lâches, hein, faire en sorte qu'ils puissent intégrer cette dimension. Alors, un autre aspect qui est essentiel, ça a été rappelé par Sarah tout à l'heure, c'est le fait qu'il est absolument indispensable de ne pas sanctionner les victimes. Très souvent, quand le comportement d'une femme change, ça peut être lié à ces situations de tension, de coercition familiale, de violence. Et donc, il est important de ne pas, je dirais, comment dire, être dans une relation un peu de subordination, de sanction. Tu m'avais habitué à mieux que cela, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc., etc. Et donc d'enfausser encore plus la personne. Il est important donc d'aller la chercher, de lui donner les moyens éventuellement d'exprimer un mal-être. C'est pas toujours évident, et de comprendre, d'essayer de comprendre, de faire donc ce qu'on appelle un management bienveillant pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour faire en sorte que la victime s'exprime, pour faire en sorte que la victime mette sur la table ses problèmes, parce que c'est aussi la manière de l'aider. On peut veiller aussi à ce que la personne puisse, comment dire, avoir des horaires aménagés si elle est perturbée dans sa vie familiale, conjugale, en prenant y compris des mesures pour peut-être l'aider à partir de ce logement qui est un lieu de violence pour elle, hein. Donc, il y a des possibilités parfois avec le 1% logement. Quand il y a des assistantes sociales, il y a la possibilité de rechercher la possibilité donc de pouvoir en fait prendre le large, parce que la fuite peut être une solution, comme l'a très bien expliqué Sarah. Et là encore, il peut y avoir au sein des entreprises des accords pour favoriser les mobilités géographiques, pour faire en sorte que on permette à la personne qui est victime de ces violences de prendre du champ par rapport à son persécuteur. Voilà, donc encore une fois, faire aussi en sorte de réaliser des actions, mais en concertation avec les femmes victimes. L'idée, c'est pas d'imposer verticalement des décisions pour régenter tout, contrôler tout. L'idée, c'est de vraiment ouvrir le dialogue et mettre en place des solutions qui sont adaptées et qui sont demandées, et donc pour cela, qui sont concertées avec les victimes. Et donc, comme disait Mandela, ce que vous faites pour nous, mais sans nous consulter, vous le faites contre nous. Eh bien, c'est un peu cette phrase-là, parce qu'on peut vraiment faire des erreurs préjudiciables, et donc il faut vraiment permettre justement
aux femmes de se mettre en mouvement. Et très souvent, d'ailleurs, on le voit, nous, dans les CSE, il y a des initiatives qui sont prises, par exemple, faire en sorte de permettre aux femmes victimes de se retrouver, par exemple, dans un club de boxe ou de combat. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir permettre l'appropriation du problème en les aidant pour qu'elles, y compris, elles sortent de ce statut quelque part de victime et se prennent en main avec l'aide de tout un chacun. Ça, c'est à mon avis très important de le faire pour faire en sorte, je dirais, d'avancer et en réunissant les moyens pour cela. Alors, l'idée, c'est de mettre en place, comment dire, toute une série d'actions. Hein. C'est pas d'être limitatif simplement ponctuellement. C'est de mettre un cadre où on aura fait une information, où on aura expliqué, y compris les sanctions qui peuvent être, comment dire, imposées, y compris, je dirais, on discutera des problèmes, hein, pas simplement à travers des statistiques morbides, mais vraiment, on aura une mise en place, je dirais, d'un véritable échange. Et là, à partir de là, lorsque l'on joint toutes les volontés, lorsqu'on mobilise les sensibilités, lorsqu'on donne la bonne information, lorsqu'on prend la bonne mesure, eh bien, on fait en sorte que l'entreprise peut être une base de refuge, un sanctuaire pour préserver la victime et pour faire en sorte que celle-ci puisse repartir d'un bon pied. Donc, on peut effectivement, y compris, l'aider sur le plan matériel. Parfois, un collègue peut aider, accueillir. Parfois, l'entreprise peut intervenir auprès d'un bailleur social pour obtenir un logement. Enfin bon, à partir du moment où il y a la spontanéité liée au constat, à partir du moment où il y a l'humanité liée à la fraternité, il y a toutes les possibilités pour agir et faire en sorte que des situations, je dirais, comme celle-là, dramatiques, soient éradiquées. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut à la fois parler en termes de prévention, mais aussi, encore une fois, parler en termes de sanctions. Les persécuteurs doivent savoir qu'ils courent un risque au niveau de leur emploi, que ces comportements inadmissibles peuvent être sanctionnés, y compris par la perte d'emploi, par la perte d'évolution de carrière, par la perte de rémunération. C'est, je crois, l'ensemble de ce champ qu'il faut balayer par des mesures de prévention, de sanctions, pour aller effectivement garantir aux femmes un avenir et un présent à peu près plus satisfaisant. Si je peux rajouter quelque chose, je dirais qu'il y a 3 étapes. Il y a le avant, où il faut agir en tant qu'entreprise pour la prévention et la détection des signaux forts et faibles. Il y a pendant. Une fois que l'on sait qu'une femme est victime de violence, comment on fait pour l'accompagner? Et là, il y a effectivement la nécessité d'identifier des personnes référentes dans l'entreprise ou que l'entreprise s'associe à des personnes externes. Ça peut être l'entreprise qui s'associe à une association locale pour toutes ces questions, mais ça peut être la gestion des ressources humaines qui met en place une cellule où l'anonymat et le secret est garanti pour favoriser le fait que les victimes se confient, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent à dire ce qui leur arrive de peur que ça ait un impact, qu'elles soient jugées par les managers, etc., etc. Donc, pour ne pas avoir à s'exposer dans leur propre département, il est important de leur garantir une cellule d'écoute qui ne puisse pas, je dirais, déborder sur les personnes avec qui elles travaillent au quotidien. Donc, le secret, l'imperméabilité, je dirais, des propos est important à garantir. Et il y a la 3e étape qui est après. C'est-à-dire comment on fait pour aider une femme qui est partie, qui a réussi à quitter un conjoint violent pour, je dirais, réinventer sa vie. Et là encore, l'entreprise a un rôle à jouer, soit en favorisant la mobilité, soit en favorisant l'hébergement, soit en favorisant l'évolution de carrière, parce que parfois, lorsque on a tellement subi, on a besoin d'envisager un autre métier, peut-être une autre formation, peut-être une évolution dans l'entreprise. Donc, tout cela, en fait, ça impute directement l'entreprise. Et ce n'est pas ni à l'État, ni à la police de le faire, c'est finalement le rôle sociétal de l'entreprise.
j'ai vu qu'il y avait une question d'une personne qui disait lorsque la personne demande à garder le silence. Alors, déjà, lorsqu'un collègue vient vous voir, le plus important est de lui garantir un espace sécurisé. Les toilettes de l'entreprise, c'est peut-être pas forcément le lieu idéal. Peut-être que si vous sentez qu'il y a un véritable problème, ben, ça peut être bien de sortir prendre un café, de déjeuner ensemble, enfin, en tout cas de s'éloigner de l'entreprise, de garantir un climat de confiance et de ne pas juger. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne subit quelque chose que vous pensez vous ne jamais avoir laissé faire ça dans votre vie qu'il faut le lui dire et qu'il faut la juger. Vous écoutez. Et vous ne pouvez en revanche pas promettre de ne pas intervenir. Parce que si vous estimez que la personne est en danger de mort, ou en tout cas qu'il y a un sérieux danger, eh bien c'est de votre ressort de faire un signalement. Donc, vous ne pouvez pas promettre quelque chose et vous ne pouvez pas vous mettre en situation de mensonge potentiel. En revanche, vous pouvez rassurer la personne sur le fait que vous êtes là, sur le fait qu'elle mérite mieux dans sa vie et qu'un mieux est possible, qu'il y a des solutions et qu'on a le temps. Encore une fois, s'il n'y a pas une personne avec un couteau en face de vous et un danger de mort immédiat, il vaut mieux prendre le temps de préparer un départ qui soit sécure et qui soit porteur de positif, plutôt que d'accélérer les choses et de forcer quelqu'un à partir alors qu'elle n'est pas prête à partir et que si elle part sans y être prête, elle retournera avec un risque de danger supplémentaire. Donc, encore une fois, il n'y a pas je dirais, de schéma à appliquer à chacun, puisque chaque couple est différent, chaque situation de violence est différente et chaque victime est différente. Donc, je dirais, pensez qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir être à l'écoute, ne pas juger et renvoyer la personne vers des lieux qui, eux, se chargeront de prendre, je dirais, le sujet à bras-le-corps. Donc, ça peut être la personne référente de l'entreprise, ça peut être la police, ça peut être une association. En tout cas, ce n'est pas à vous, en tant que collègue, de régler le problème. Vous êtes là pour écouter, soutenir et rediriger. Et c'est déjà énorme. Je voulais rajouter aussi par rapport à ce que vient de dire Sarah, deux choses. C'est que le médecin du travail peut être aussi une ressource, le service santé au travail peut être une ressource et il peut, de ce point de vue-là, en discussion bien sûr avec la victime, faire un signalement au procureur de la République. Si la victime y consent, bien entendu, puisqu'il doit y avoir l'accord de la victime, mais c'est souvent un lieu intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a la dimension médicale, il y a le soutien bienveillant, il y a l'imperméabilité, la confidentialité, et on peut, y compris, avoir un relais très rapide au niveau du procureur de la République qui peut être saisi pour faire cesser les violences. Donc ça, c'est intéressant. Par ailleurs, dans les ressources que l'on peut, je dirais, trouver, il y a les avocats. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a eu toute une polémique, je ne sais pas si vous avez vu, au niveau de certains avocats qui ont exagéré au niveau de leurs honoraires, mais globalement, bon, les avocats restent de ce point de vue-là, surtout à travers, parfois en travaillant avec les associations, des points d'appui considérables pour pouvoir éviter je dirais, pour pouvoir prendre date, y compris parce que très souvent, quand il y a des situations de rupture, des situations de fuite, etc., il peut y avoir aussi des questions matérielles, des questions à traiter juridique. Donc, ça peut être aussi, une consultation juridique peut être aussi de ce point de vue-là nécessaire. Voilà. Donc, voilà. Et pardon, je t'interromps, je dirais juste que lorsqu'il y a un délit pénal, en tout cas dès que c'est de l'ordre du pénal, l'aide juridictionnelle est systématique. Alors, tous les avocats ne la prennent pas, c'est un peu comme la CMU et les médecins, mais vous êtes en droit de demander à votre avocat s'il accepte l'aide juridictionnelle, et si le premier que vous avez rencontré ne l'accepte pas, vous pouvez tout à fait aller en voir un autre qui va l'accepter. Donc, à partir du moment où il y a une situation pénale, vous pouvez ne rien avoir à payer en termes d'accompagnement juridique. Depuis janvier, vous pouvez également aller porter plainte avec votre avocat, ce qui est beaucoup moins douloureux que de se retrouver toute seule face à la police. Parce que votre avocat sait ce qu'il faut dire, pas dire, comment le dire. Et finalement, c'est une épreuve beaucoup moins traumatisante d'aller déposer plainte avec quelqu'un
qui connaît quelque chose. Et c'est autorisé depuis cette année. Très bien. Voilà, on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bon, on va peut-être répondre aux questions. Est-ce que l'on sait corréler les violences conjugales et celles faites au travail? Allô? Alors, est-ce que l'on sait corréler les violences conjugales et celles faites au travail? C'est une question un peu, je dirais, comment dire, circulaire, comme on dit. Effectivement, quelqu'un qui est dans une situation qui subit du stress chronique à son domicile, qui est donc une femme victime, peut très bien et tout à fait, comment dire, rencontrer un soutien ou une autre forme d'oppression au travail. Hein, à partir du moment où diminuer, comme on l'a expliqué, elle va se trouver dans des situations où elle aura une marge d'adaptation pour répondre aux prescriptions du travail qui sera moindre, puisqu'elle sera par ailleurs diminuée à son domicile par les atteintes qu'elle subira. Elle peut être en difficulté à son travail, elle peut subir, je dirais, donc la réprobation, elle peut subir donc une autre forme de violence. Donc ça, c'est le quotidien, en fait. Après, une victime peut aussi, quelque part, être doublement victime sur le plan économique. Quand, par exemple, vous avez une personne qui est atteinte du point de vue de son stress chronique, des violences qu'elle subit à son domicile, dans ce rapport au couple, eh bien, elle peut être moins disponible pour faire des propositions, pour évoluer, pour prendre des initiatives, pour donner une image positive d'elle-même sur le plan professionnel. Elle peut être contrainte, comme l'a très bien expliqué Sarah, dans son comportement professionnel quotidien, ce qui peut la gêner, la limiter et l'empêcher d'avoir des évolutions auxquelles elle pourrait prétendre si elle était dans un contexte familial différent. Voilà, donc effectivement, on peut ajouter des violences, les violences économiques, perdre des chances d'évolution, perdre peut-être même son emploi parfois, être sanctionné abusivement. De même, quand il y a des ruptures qui se font, par exemple des PSE, etc., très souvent, eh bien, les personnes qui sont à dépenser une énergie folle pour pouvoir essayer de se maintenir dans le couple, pour pouvoir se protéger, sont peut-être plus victimes, ça c'est des études qui devraient le montrer, mais de ces systèmes d'éradication des effectifs, hein, parce que tout simplement, elles apparaissent moins performantes. Et donc dans les entreprises, lorsqu'il y a des suppressions d'emplois, à part quand il y a vraiment, je dirais, mais bon, globalement, les gens qui sont appelés à partir sont souvent des gens qui sont jugés par l'employeur moins performants. Donc voilà, donc tout ça fait que quand on rajoute bien, on voit bien qu'il y a une grande difficulté sur le plan, je dirais, des violences conjugales, parce qu'elles conditionnent, elles ont des métastases dans toutes les sphères de la vie de la personne concernée. Parce que la personne qui subit ça n'a pas l'énergie pour pouvoir parfois se positionner sur le plan professionnel, résister, je dirais, à des agressions, pour pouvoir effectivement se protéger. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, pour répondre aux questions aussi que je vois, là, il y a quelqu'un qui dit quand la personne refuse l'aide et souhaite juste en parler. Il y a différents stades. Évidemment qu'une femme qui se met à peine à parler ne va pas être prête à partir dans l'immédiat. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, j'ai mis 10 ans à partir. Alors peut-être qu'avec le soutien de collègues, ça aurait été plus rapide, mais c'est très très long et il faut savoir que parfois, on a plus peur du monde seul que d'un quotidien de violence, parce qu'on n'arrive même plus à se rendre compte du côté anormal de ce qu'on vit. Donc, je dirais que la première chose, c'est s'armer de patience. Qu'effectivement, si la médecine du travail ou que la personne référente dans l'entreprise a un peu trop brusqué la salariée, ce qui à terme peut porter ses fruits, mais qui dans l'immédiat la braque, on peut faire venir une association, on peut accompagner la personne dans une association pour trouver de l'aide, on peut taper sur le chat du gouvernement pour poser des questions avec elle. En fait, essayer de l'aider petit à petit à faire elle-même des démarches et à s'interroger sur ce qu'elle vit.
Il ne faut pas donner soi-même le diagnostic, c'est-à-dire il ne faut pas lui dire ton mec est violent, c'est pas normal ce que tu vis. C'est elle qui doit s'en rendre compte. Donc vous devez juste lui répéter que vous êtes là, que vous comprenez qu'elle souffre, que vous en êtes désolé. Lorsque vous voyez qu'elle ne se rend pas compte que ce qu'elle vit c'est grave, vous pouvez l'interroger, lui dire mais qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pas à vous de faire le diagnostic de la violence du monsieur, c'est à vous de l'aider à en prendre conscience elle-même. Donc, l'interroger, la remettre au centre du sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais? Et faire fonctionner aussi, je dirais, l'identification. Moi, je sais que tant que ça me concernait moi, je ne voyais pas le problème. Dès que finalement, on m'a dit, mais si quelqu'un faisait ça à ta sœur, ou si plus tard ta fille vivait ce que tu vis, qu'est-ce que tu en penses? Et finalement, le principe d'identification peut susciter des déclenchements parce que d'un seul coup, on est moins dans sa propre émotion, on est dans l'empathie. Donc ça, c'est très important. Donc oui, l'entreprise peut tout à fait, en tant qu'entreprise, faire venir une association. Ça peut être sur l'initiative d'un collègue. Vous pouvez aller sur le chat du gouvernement ensemble et poser des questions. Vous pouvez vous rendre ensemble dans une association et tout simplement passer du temps et ne pas s'attendre à ce que ce soit réglé en une fois. Ça peut durer très, très, très longtemps. Voilà, donc il faut s'armer de patience, sans jugement. Ensuite, j'ai vu d'autres questions. Je veux bien des outils de communication. Alors, avec mon association 125 et après, je suis en train de créer un kit pour les entreprises, justement pour agir dans ces 3 temps, avant, pendant, après. Donc, je vais vous donner les coordonnées. Ce n'est pas totalement gratuit parce que pour moi, c'est beaucoup de travail, mais vous pouvez obtenir un reçu fiscal si cela vous intéresse et je vous enverrai le kit pour les entreprises. Comment justifier la perte de rémunération contre les auteurs de violences? Bien déjà, en informant en amont. Évidemment, de la même façon que si quelqu'un part en prison, son entreprise a des lois avec elle pour faire évoluer dans un sens ou dans l'autre sa carrière. Peut-être que chaque entreprise peut avoir un code d'éthique et de déontologie et que les violences faites aux femmes font partie des points de non-retour, je dirais. Donc, encore une fois, tout est une question de communication, de mise en garde et de convention. Oui, quand quelqu'un, par exemple, va partir en garde à vue parce que, en fait, il s'est comporté de manière violente vis-à-vis de son conjoint, eh bien, effectivement, on peut très bien estimer que si l'entreprise a eu connaissance, je dirais, de cette situation, ça peut être un motif de licenciement. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux encore sur le plan judiciaire, mais de plus en plus, on va vers cette situation-là. Parce que la norme qui s'installe dans les entreprises, c'est la tolérance zéro par rapport à des comportements violents. Voilà, donc comportements violents aussi bien au domicile vis-à-vis du conjoint que bien sûr en entreprise. Hein, c'est pas, je dirais, l'entreprise aujourd'hui. Les comportements violents sont traqués, sont sanctionnés. Et nous, on le voit, on travaille énormément sur des problématiques de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, d'harcèlement moral, etc. Donc, il y a des dispositions et c'est pour ça que l'entreprise peut, de ce point de vue-là, agir et donner un cadre. Mais c'est aussi la même chose. On va vers la même chose. Il faut aller vers la même chose au niveau conjugal, faire en sorte que on puisse, que les personnes qui se comportent mal puissent savoir qu'à un moment donné ou à un autre, elles seront rattrapées par la patrouille. C'est la seule manière aujourd'hui d'obliger ces gens qui sont en fait inhumains à réfléchir un peu et à avoir peur, parce que et donc à contrôler leur instinct
reptilien, je dirais. Hein, et je rajouterais que sans aller jusqu'au licenciement, de la même façon que lorsque vous voyez qu'un salarié a des problèmes personnels et qu'il faut qu'il se fasse suivre et qu'il faut qu'il se fasse aider, qu'il faut qu'il se fasse accompagner, ça peut être le cas d'une personne violente. Souvent, la violence vient, oui, des réflexes primaires et primordiaux, mais est aussi le résultat de mauvais traitements. Enfin, souvent, les bourreaux ont été victimes avant et réciproquement. Donc, en ce qui me concerne, je vois très bien que le père de ma fille, depuis qu'il suit un traitement pour ses psychoses, il n'est plus violent. Et l'entreprise, de la même façon qu'elle peut accompagner les femmes victimes de violences, elle peut accompagner les auteurs violents et de la même façon les garder quelque part sous contrôle et les inciter à se remettre en question et être suivis et proposer des solutions qui vont dans ce sens. Voilà, il ne s'agit pas de juste créer le clan des gentils et des méchants. C'est évidemment là aussi pour eux et l'entreprise doit pouvoir accompagner, mais évidemment, à la clé, la contrainte, c'est la menace de licenciement à terme. Et donc, pour cela, il faut avoir été très clair dès le départ sur les engagements de l'entreprise sur ces sujets-là. Ouais. Alors, il y a d'autres questions. Donc, l'expérimentation se fait pour l'instant au Pays Basque dans le but d'être étendue sur tout le territoire. Ben, c'est très bien. Le Pays Basque est en avance. Hein. C'est une bonne indication. Alors, une autre question de Fabienne. Mais si on ne garde pas le secret, si c'est la volonté de la victime, ne risque-t-on pas de décrédibiliser la cellule d'écoute et d'effrayer d'autres victimes? Ben, je te laisse répondre là, Sarah, parce que tu avais déjà commencé. Oui, j'ai un peu répondu justement, j'avais vu cette question. Alors, c'est bien pour ça qu'il ne faut jamais promettre de garder toute la vie le secret. Et je dirais qu'encore une fois, ça se fait par étapes. C'est-à-dire que la personne, il faut savoir pourquoi est-ce qu'elle veut garder le secret. Est-ce que c'est qu'elle a peur que son travail soit menacé ? Ou est-ce que, par exemple, son compagnon est sur son lieu de travail? Il y a quand même 52% des couples dans les grandes villes qui se rencontrent sur le lieu de travail. Donc, ça arrive quand même fréquemment que la femme et le mari travaillent dans la même entreprise ou dans deux entreprises assez proches, etc. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le secret est si important. Et je dirais que la solution va se trouver dans ce pourquoi. Si c'est parce que le mari est sur le lieu de travail, il y a urgence à faire appel à, je dirais, une cellule d'écoute sécurisée et imperméable dans le lieu de travail. Si c'est parce qu'elle ne se sent pas prête encore à agir, dans ce cas, vous savez que vous en avez encore pour quelques conversations et encouragements durant quelques semaines, quelques mois, pour encourager la personne à se confier davantage et à trouver la force de partir. Vous êtes là pour nourrir cette force, pas pour trouver la solution. Parce qu'encore une fois, si c'est vous qui apportez la solution, elle retournera. Ce qu'il faut, c'est être cette béquille à un moment donné. Voilà. Donc, je dirais que si le secret est important, essayez de comprendre pourquoi il l'est et vous trouverez toute seule la réponse. Alors, une autre question de Franck, là, qui est très intéressante sur la question du règlement intérieur. Oui, le règlement intérieur peut être revisité, peut être amélioré pour faire en sorte de donner un cadre et donc des consignes, une normalité au sein de l'entreprise. D'autant, effectivement, comme l'a rappelé, on ne l'avait pas dit, mais c'est important de le dire, très souvent le couple peut s'être créé sur le lieu de travail, ou tout au moins au départ. Donc, il est important de vraiment intégrer dans le règlement intérieur des dispositions réprimant la violence, mais aussi mettant en place des procédures, cellules d'écoute, envoi vers le médecin du travail, discussion au niveau du CSE chaque année, etc. Donc, dans le règlement intérieur, on peut prévoir toute une série d'éléments qui peuvent être d'ailleurs discutés entre les parties pour faire en sorte, je dirais, de penser donc en période, je dirais, froide, les éléments qui permettront de traiter des périodes, disons, brûlantes quand les violences apparaîtront, lorsqu'il faudra traiter le pendant dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est quand même intéressant de revisiter ce dispositif. Alors, d'autres questions encore Comment faire quand la victime a un comportement inadapté au
Voilà, comment faire quand quelqu'un a un comportement donc inadapté, c'est-à-dire consommation d'alcool. Donc, c'est une vraie question. Très souvent, comme on le sait, l'alcool peut être l'alcool ou d'ailleurs pas forcément que l'alcool. Il peut y avoir d'autres stimulants psychoneuronaux. Donc, l'alcool, comme on dit, peut rendre un service au départ. C'est comme un peu un prêteur sur gage. Le prêteur, il va vous sortir un peu d'argent, il va vous aider dans un moment difficile. Par contre, il va vous le faire payer très cher. Donc, l'alcool n'est pas une solution de moyen long terme. Ça peut être, à un moment donné, un élément de béquille ou je dirais, d'apaisement lorsqu'on est vraiment en crise, mais ce n'est pas la solution. Et donc, quand quelqu'un commence à être victime d'une addiction, à dépendre de l'alcool, il faut véritablement, là, encore une fois, poser le problème auprès d'un thérapeute, du médecin du travail. Le médecin du travail peut se mettre en relation avec le médecin de ville. Bon, il y a d'autres associations aussi qui peuvent être, je dirais, mobilisées. Mais l'alcool n'est pas la solution. Par contre, effectivement, c'est souvent le cas dans ces situations-là. La personne commence à s'adonner à la boisson pour pouvoir mettre entre parenthèses les violences qu'elle subit. Alors, d'autres questions on a bien traité la question du secret. Alors moi, je ne vois plus de questions dans le chat, là, je ne sais pas pourquoi. Alors, l'aide juridictionnelle est-elle soumise à conditions de ressources? Non. Non. Non, pas sur le plan pénal. Non, il faut que ce soit juste une question de pénal. Enfin voilà, il faut que ce soit jugé au pénal, quoi. Donc voilà. Quand bien même ce n'est qu'un rappel à la loi ou qu'une plainte, je dirais, enfin une plainte pour violence conjugale, vous êtes en droit de demander à votre avocat si elle accepte ou pas, ou il accepte ou pas l'aide juridictionnelle. Alors après, on a tout vu, non? Le kit, bon, ok, très bien. Oui, j'ai envoyé mon mail, sarah@125etaprès.org. Voilà. Ouais. Après, donc, je crois qu'on a traité toutes les questions. J'espère qu'on n'a pas suscité trop de frustration. On arrive donc à l'achèvement de ce webinaire. J'espère qu'on vous a aidé, en tous les cas, à vous permettre de vous éclairer. Merci à Sarah, toujours aussi lumineuse. Voilà, c'est un plaisir de partager cet instant avec toi. Merci. Et puis avec tous les gens qui nous ont suivis. N'hésitez pas donc à télécharger ce webinaire et à l'écouter à nouveau, à le faire partager peut-être. Hein. Ça peut être intéressant d'apporter sur le vif. Et la culture chaude, comme on dit, le fait d'écouter quelqu'un, c'est parfois plus simple que de se plonger dans des textes. Voilà, donc… Je voudrais juste rajouter comme conclusion, et après je me déconnecterai, vous qui peut-être doutez, vous qui avez une amie qui est en difficulté, la vie peut être jolie, la vie peut être douce, et vous pouvez retrouver le sentiment de liberté et de joie. Voilà, c'est possible. Tout à fait. Sur ces mots, on va vous quitter. Bonne journée à tous. Bonne journée. Puis, que la fraternité triomphe. À bientôt. Au revoir. Au revoir.